Tu me feras un geste si jamais je parle trop fort, parce que des fois quand je suis en discussion, je commence à monter le volume et tout. Mais c'est pas très grave si tu parles fort. Ah ouais? Attends, là, si je parle plus fort et tout comme ça fait quoi comme retour? Bah, moi j'entends hyper fort dans les oreilles, donc ça me casse la tête. Mais attends, on va le mettre comme ça, 90, comme avec Willy, comme avec tout le monde, mais enfin ça, je pense que au début de la discussion, en discussion, je parle comme ça, et après si je me chauffe, ça monte. Après j'ai un truc qui équalise. Ouais, c'est ça. Ouais, parfait. Ok, ça c'est bon. Ok, donc bonjour à tous les auditeurs, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Leventis. Mathieu, c'est un diplômé de Polytechnique qui est passé par beaucoup d'étapes dans sa vie, qui maintenant bosse dans Mangrove. On va dire que je fais que la pub de Mangrove. Et en fait, ce qui est intéressant, Mathieu, c'est pas exactement ce que tu fais maintenant, mais c'est toutes les choses que tu as fait pour arriver jusqu'ici. En fait, tu as écrit un article qui a vachement marché sur Medium où tu racontes toutes les étapes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les étapes en résumé qui t'ont amené jusqu'au moment maintenant où tu es devenu un freelanceur finalement? Waouh. Les étapes, en fait, c'est marrant, ça a commencé par la science pure et dure. Parce que je viens d'une famille qui est baignée dans la science, en tout cas ma famille proche. Donc, depuis gamin, j'étais passionné par tout ce qui pouvait se hacker, mais en termes de petits robots, des petites choses comme ça. J'ai commencé à coder à 11 ans ou 12 ans. Pour me faire plaisir, parce que il y avait des jeux Pong, je voulais les fabriquer moi-même, donc je fabriquais des Pong à 12 ans sur des ordis où après on jouait avec des copains à 4 et tout ça. T'avais déjà le matériel à disposition, les ordis, les trucs? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, comme mon père est vraiment à fond, il y avait un truc qui s'appelle le ZX80, qui était un truc qu'on pouvait coder en basique, il y avait même pas les ordis trop à l'époque, qu'on branchait sur la télé, on appuyait sur des instructions de code, et j'avais trouvé un bouquin, je codais avec ça. À la Bill Gates, quoi. Bah ouais, je sais pas, c'était à la maison, il y avait des générateurs pour d'électricité pour tester des petits trucs et tout, donc j'avoue que j'ai passé un premier stade comme ça, et ce qui fait que jusqu'à je suis arrivé très très physicien et mathématicien jusqu'à peut-être 17-18 ans, et j'étais persuadé que je voulais bosser là-dedans en fait. Donc je suis allé à prépa Louis le Grand, j'étais quasiment dans les premiers en physique, je voulais être météorologue, enfin les choses étaient soi-disant tracées pour moi. Puis j'étais passionné vraiment en fait. Tes parents ils avaient fait ce même parcours ou ça avait rien à voir? Mon père est ingénieur, mais dans les moteurs électriques. Oui, il a fait prépa aussi et ingénieur. Et ma mère, elle est prof de bio, du coup, donc c'était un parcours quand même. Ouais, c'est une culture un peu scientifique, mais prof. C'était pas de la recherche poussée ou des choses comme ça. C'était une culture vraiment en fait. Et toi, tu voulais faire météorologue? Parce que en fait c'est beaucoup, la suite c'est fait comme ça aussi, les choses se font énormément de fil en aiguille. Je pense qu'il y a des gens qui peut-être planifient ou quoi que ce soit, mais j'habitais en dessous de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, je voyais les avions passer tout le temps. Donc par exemple, premier réflexe pour mon stage de troisième, j'ai écrit une lettre à l'aéroport Charles de Gaulle, parce que y en a qui vont à la boulangerie du coin ou au truc, j'ai écrit une lettre en disant en plus mes parents m'ont dit ça marchera jamais je crois, et j'ai écrit la lettre en disant moi je veux faire le stage à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, parce que je voyais les avions passer tout le temps, ça m'intriguait, et du coup j'ai eu un stage à la tour de contrôle. Donc j'ai fait mon stage de troisième là-dedans, donc ça a commencé à me passionner. Attends, donc t'étais à la tour de contrôle, donc tu t'orientais les avions? Pas exactement, mais j'avais les mêmes casques que les contrôleurs, j'avais 2 écrans pour moi en fait. Et j'avais un poste, il y avait peut-être 3 contrôleurs en poste parce que c'est un truc super entre guillemets select, et puis il y avait 2 gamins, moi et un autre stagiaire qui étions là et qui avaient droit à tous les boutons. On pouvait parler si on voulait parler, mais bon, ils nous faisaient confiance, on parlait pas quoi. Et ça, c'était votre stage de troisième? Ça, c'est stage de troisième. Parce que moi, mon stage de troisième, c'était dans un magasin de jeux vidéo dans mon village, et j'ai joué à World of Warcraft pendant une semaine. C'était quoi? C'était ça, une semaine, un truc comme ça? Ouais, c'était une semaine. Bon, voilà. Donc, en gros, ça commence, c'est de fil en aiguille comme ça. Après, mon père fait beaucoup de deltaplane, donc j'ai commencé à partir de 11-12 ans à voler sous des deltaplanes, des parapentes, donc à être très accroché au monde aérien. Waouh. Donc oui, l'étape entre temps, c'est que du coup je voulais être pilote, donc à 16 ans. T'as jamais eu peur de ça, en tout cas? Non. Ok. Trop beau. Ça me terrifie, moi. Non, mais moi ça faisait pas. J'ai volé la première fois à 5 ans avec d'autres gens en fait, mis sous un parapente en binôme. Donc non, à 16 ans d'abord je voulais être pilote, et du coup je savais très bien piloter un Airbus A320, donc j'avais gagné des concours de pilotage, j'avais eu accès à. Comment ça, tu savais? Comment est-ce qu'on peut savoir très bien piloter un Airbus A320? T'as fait des simulations? Ouais, c'est la simulation, et ça c'est le truc. Ça arrive pour énormément de métiers maintenant. On peut tout apprendre devant des ordi et en ligne. Et déjà rien qu'avec les flight simulateurs de l'époque. Et il y avait des vrais passionnés qui développaient des trucs où c'était le jeu Flight Simulator. Ouais, le jeu Flight Simulator. C'était un jeu vachement poussé. Mais oui, mais il est poussé jusqu'à la réalité en fait. Ce qui fait que j'ai pu me former et trouver toute la documentation pour me former à vraiment piloter un A320. Donc tu veux dire qu'après avoir appris à coder, t'as appris à piloter un A320?
Ouais, donc ça c'était à cette époque-là où du coup j'avais fait un concours de pilotage. Je suis retourné à Charles de Gaulle faire un concours de pilotage et je me suis retrouvé dans les vrais simulateurs d'Air France qui sont là pour entraîner les vrais pilotes et je savais piloter la 320. Donc le faire décoller, atterrir, gérer tout le jet automatique, tout ça avec l'apprentissage un peu qu'on peut faire par soi-même. Donc ça, c'est vrai que ça préfigure maintenant ce qui est en train de se passer beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut apprendre énormément de choses par soi-même. Évidemment, j'avais pas la même formation poussée au niveau des urgences, des gestions des pannes et tout ça, mais on apprend même. Et puis t'avais sûrement appris plus vite aussi. Je pense. Et de toute façon, ça, on apprend vachement vite et moins cher quand on est passionné. Ça, c'est ce qui se passe aussi beaucoup maintenant. C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent aller voir leur passion dans les jobs. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. On peut se former à des choses et quand t'es passionné, tu vas 50 fois plus vite, quoi. Et en fait, voilà. Donc après, je me suis dit, donc pilote, j'étais passionné. Donc je trouvais des moyens d'aller faire des vols dans des cockpits de pilotes par des potes de potes. Je faisais Paris-Djerba aller-retour, voilà. Et puis finalement, je me suis dit, bon bah ok, ça c'est cool, mais en fait moi ce que je kiffe c'est vraiment piloter. Vraiment piloter, c'est l'atterrissage et le décollage, puis pendant les 13 heures de vol, je vais me faire chier. Donc du coup, je me suis dit, mais pilote en fait c'est répétitif. Donc c'est là que j'ai évolué. Et je me suis dit, bon bah dans ce monde-là, on réfléchit beaucoup à la météo et tout, donc voilà, je suis passé à une époque ensuite où je voulais être météorologue. C'est la répétition à chaque fois qui te fait peur ou qui t'inquiète. Ouais. Dans tous les trucs de la vie. Ouais. C'est le côté je vais faire tous les jours la même chose. Il y a que un petit moment qui est fun et le reste c'est du répétitif. Je pense que ouais, ça arrive beaucoup. C'est un besoin. Au début, c'est à cause d'un besoin de challenge intellectuel. Et maintenant, c'est marrant. Je suis même plus sur des notions de challenge intellectuel. J'ai juste besoin de sentir, d'avoir un impact, de faire des choses qui m'importent. Mais même dans ce mindset-là, maintenant, j'ai encore. Je peux pas supporter une routine. C'est vraiment pas possible, quoi. Donc tous tes jours sont chaotiquement différents. Ah ouais, non, ils ont rien à voir. Une semaine sur l'autre, ça a rien à voir. T'étais pas du genre à te lever le matin, à faire 20 pompes, à lire 1 heure, à méditer 15 minutes. J'ai des gros problèmes avec les routines. Ouais. J'ai essayé en lisant les bouquins, la Power of Habits. Il y en a plein que j'arrive à implémenter, des bouquins, mais alors le Power of Habits, pour moi, c'est le plus dur. Ah, c'était pas Habits of Effective People, un truc comme ça. Ou... ça doit être un autre celui-là, parce que ou je sais plus. Bon, et du coup, tu t'apprends à piloter, et puis tu te rends compte en fait que ça va être répétitif, et c'est là que tu te dis météorologue, pourquoi pas. Ouais, parce qu'il y avait cette passion peut-être intellectuelle plus en fait, cette fascination aussi un peu, parce que quand tu fais du parapente, tu passes ta vie le nez dans les nuages. À regarder pour, mais oui, non, mais à comprendre en fait. Tu connais par cœur ce qui fait qu'un. Alors moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que les applications de météo sont aussi nulles? Alors, on est quand même en 2016, on arrive à envoyer des fusées et à les faire atterrir sur la mer. Pourquoi est-ce que les applications de météo donnent pas la bonne météo? Jamais. Parce que je suis pas devenu météorologue. C'est ça, hein? Ouais. C'est parce que c'est pas les bonnes personnes qui font la météo. Je crois, ouais. C'est ça? Bah, évidemment. Ok. Bon bah il serait temps alors. Il y a quelque chose à faire. Donc l'idée à $1 milliard pour ceux qui écoutent, c'est de faire une bonne application de météo. Non, je pense qu'il y a des questions de puissance de calcul, de complexité du modèle, d'un certain nombre de choses, hein, mais on avance vachement quand même. On avance vachement, ouais. Ok. Ouais. Et donc après, donc vas-y, continue à raconter. Ouais, c'était une époque. Et d'ailleurs, rétrospectivement, je pense que c'est une époque, non pas où je manquais de modèles, mais quand je pense à l'étape d'après, ce qui m'a tout de suite fait changer, c'est le fait que j'ai tout d'un coup découvert plein de modèles. Et c'est-à-dire que j'étais assez focalisé sur ce que je voulais faire, sans chercher forcément d'autres choses. Donc pendant la prépa, je savais que je voulais ça. Du coup, par exemple... Donc là, t'étais en prépa quand tu voulais faire météorologue, ou ouais. C'était déjà à Polytechnique? C'était la prépa, c'était Louis le Grand, et du coup, je voulais absolument, à cause de cette fascination pour l'air, aller à Supaéro. Et parce que Focus, je comprenais même pas que ça puisse être intéressant d'aller à Polytechnique, par exemple. Donc concrètement, je voulais pas y aller. Pourquoi? Bah, je voyais que le côté que c'était un peu militaire, ça m'accrochait pas forcément. Puis voilà, moi j'étais là, je veux ça, le reste je m'en fiche. Puis tu ressentais pas de fierté particulière à être dans la meilleure école? Non, franchement. C'était pas un truc qui pour toi fonctionne, non, ça me parlait pas beaucoup. Enfin après voilà, chacun ses motivations, mais c'est pas quelque chose qui me motivait particulièrement. Et donc je voyais plus des côtés cadrés qui n'allaient pas me convenir éventuellement. Et on m'a convaincu, par contre, ça c'était de la fierté, je pouvais pas ne pas l'avoir, vu que les copains bossaient pour et tout dans la classe. Il fallait que je l'aie au niveau du concours, parce que là c'était donc ça c'était l'ego, ça. Là c'était pendant la prépa toujours, c'est le jeu pour le concours. Donc il fallait que je l'aie, mais pas du tout pour y aller, pour l'avoir. Donc je me suis démerdé pour l'avoir quand même. Et comment on se démerde pour avoir Polytechnique?
Mais non, c'est de l'émulation. Enfin, moi, à partir du moment où j'étais, on a tous ses points forts, ses points faibles. Moi, mon point fort, c'était d'être très bon en physique, par exemple, et à des moments en maths, j'ai galéré à Louis le Grand, mais quand je me suis retrouvé peut-être 25e de la classe, j'étais piqué, j'étais pas content, et du coup, j'ai bourriné pour remonter à 10e, par exemple, vu que c'était plus mon point faible. Donc, on se démerde en mettant des coups de boost quand on a une motivation pour ça. Et moi, motivation, c'est que c'est comme un jeu. Hein, tu voulais pas ne pas l'avoir. Ouais, voilà. Donc tu l'as eu. Donc voilà. Mais toujours, il suffit pas de vouloir pour avoir, mais il faut aussi savoir jouer sur ses points forts. Moi, voilà, j'ai identifié quels étaient mes points forts. Après, ça n'empêche pas qu'il fallait travailler quand même. C'était quoi tes points faibles? Parfois des manques de régularité sur certaines choses. Et puis peut-être des choses plus manuel, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais bon, que j'ai exploré quand j'étais gamin. Je sais pas, on me mettait, si j'avais dû devenir artisan potier, je pense que j'aurais été lambda et j'aurais travaillé et j'aurais été bon, mais je pense pas par exemple avoir eu de fibre pour ça. Donc j'ai aussi appuyé là où j'avais une fibre pour en fait. Donc et puis voilà, j'ai pas une culture du travail très très forte par rapport à certaines personnes, ça je le sais. Alors tiens, parlons de ça. Qu'est-ce que t'entends par là? J'ai pas une culture du travail acharné. Okay. Je suis très très feignant quelque part. Et il y a des gens en fait et ça j'admire. Qu'est-ce que t'appelles très feignant? Parce que on pourrait, pour les gens qui écoutent, on pourrait se dire il est très feignant, mais il est quand même entré à Polytechnique, il est quand même fait pas mal de choses. Il faut quand même bosser un paquet, non, pour entrer là-dedans. Ouais, mais justement, c'était je bossais parce que j'étais motivé par ça, mais la culture de je veux un objectif et même si le chemin est difficile, je vais bosser 15 heures par jour pendant 3 ans, persévérer si c'est dur. C'est moins mon caractère et je vais facilement passer du temps à rien faire. Non, mais même maintenant, alors que j'ai de toute façon j'ai une espèce d'idéal double où j'ai envie de faire énormément de choses et j'ai envie de passer énormément de temps à rien faire. J'y arrive plus ou moins, hein, donc voilà, mais c'est parce que je suis comme ça, je suis pas y a les mecs qui dorment 5 heures par nuit, qui bossent 15 heures par jour, qui s'arrêtent jamais et qui ont une puissance pour abattre des choses qui est énorme. Et ça c'est pas mon cas. Donc faut que je choisisse, faut que je me focalise en fait un petit peu pour avancer sur quelque chose en tout cas. Et voilà, et du coup quand je parlais tu m'as demandé du coup pourquoi Polytechnique par rapport à météorologue, on m'a convaincu, du coup, à cette époque, quand je l'ai eu, Polytechnique. Moi, je dis non, mais je m'en fiche, je vais à Super Héros. On m'a dit non, mais en fait, tu pourras aller à Super Héros en dernière année de Polytechnique. Il y a un partenariat. J'ai fait et après, voilà. Et en plus, on m'a dit t'es payé à Polytechnique, des trucs machin. J'ai fait bon. Et du coup. Et alors Polytechnique, c'était comment? Et alors justement, c'était génial en fait pour l'ouverture que ça m'a apporté. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais dû chercher. Je lisais pas ni de bouquins de développement, cherchais pas forcément des modèles ailleurs ou quoi que ce soit. Et Polytechnique, ça m'a montré plein de gens qui ont des trajectoires différentes, malgré le fait qu'il y a une assez forte uniformité en fait dans la sélection de Polytechnique et dans le type de personnes. Une reproduction sociale, tu veux dire? Ouais ou non, parce que j'ai plus envie de dire un type de caractère. Il y a un côté reproduction sociale, mais si on compare population de Polytechnique avec des populations d'écoles de commerce ou d'autres types. Enfin, je pense que si on met des écoles de commerce et des polytechniciens dans une salle, c'est assez facile pour quelqu'un d'aller séparer les deux. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui fait c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait la particularité des ingénieurs alors de Polytechnique? C'est un ensemble de peut-être de manières d'être, de manières de voir la vie. C'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que c'est comme une culture commune et en plus c'est un terreau qui est Polytechnique, c'est aussi une école qui forme un corps à la base depuis 200 ans. Donc c'est fait pour faire un terreau commun. On passe tous par on s'est tenu, moins maintenant, mais tenu par l'armée quand même. On passe par une formation militaire pendant 7 mois. On est encadré par des militaires et ça crée une sorte de culture commune. Comment ça se traduit au quotidien d'être encadré par des militaires? Quand une formation militaire, est-ce que vous êtes à ramer dans les parcours du combattant? Ouais, les premiers mois au moins, ouais. Et après, des choses, il faut que ce soit carré, par exemple. Les militaires trouvent les choses très carrées, et du coup, il faut que ce soit carré. C'est un mot qui va être repris. Enfin, voilà, des choses. Et toi, ça te posait pas de problème vu que tu disais que t'as pas de routine et que. J'ai énormément appris en fait. Du coup, ça a été une belle claque. Ça a été une grosse claque que j'ai pas aimé forcément au début. Et en fait, donc après, je m'en suis détaché. J'aurais pas pu faire ma vie là-dedans, mais
justement, ça m'a apporté. Du coup, j'ai des réflexes bêtes, du genre. Les militaires nous répétaient tout le temps à Barcelonnette, dans le camp d'entraînement en montagne, il faut reconditionner les hommes avant le matériel. Non, les matériels avant les hommes. C'était très important. C'est-à-dire, on rentre d'une rando ou de quoi que ce soit, on peut être, nous, les hommes, crevés, et il y a le matériel qui est sale, on reconditionne tout le matériel avant de nous aller se reposer. Et ben ça, on nous l'a un peu rentré dans la tête. Et j'avoue que maintenant, je fonctionne comme ça, du genre... J'avoue que tu fais très attention aux objets. Ouais, enfin, j'aime bien faire gaffe et je vais rentrer maintenant de rando ou de quoi que ce soit ou de machin. Je suis mort, je vais ranger mon sac avant de m'occuper de moi. Et ça, enfin voilà, on demande c'est quoi la culture. Bah ça, typiquement, c'est une culture qu'on nous a un peu fait vivre de manière un peu intensive et bah ça perdure. Donc il y a ça crée un socle commun pour ces gens-là. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que malgré ça, il y a eu une vraie ouverture pour moi. À beaucoup de choses différentes parce que Polytechnique c'est une école qui a quand même pas mal de partenariats où pas mal de gens la dernière année doit forcément se faire ailleurs, donc il y a des partenariats avec pas mal de choses, il y a des personnes qui ont des parcours de vie un peu singuliers, il y avait des conférences tous les jeudis matins avec surtout aussi Polytechnique qui a un bon réseau, donc il y avait des ministres, des gens de différentes choses qui viennent nous parler de leur parcours de vie, de ce qu'ils font, et ça c'était quand même très inspirant, et c'était du coup le seul cours qui m'intéressait parce que j'étais un peu entre guillemets échec scolaire, enfin en Polytechnique c'est assez drôle, pas échec scolaire mais drop out quoi. J'allais à aucun cours sauf les cours où on entendait les gens un peu inspirants parler et les cours de H2S humanité sciences sociales quoi. Et c'était un modèle où tu avais le droit de ne pas aller en cours ou est-ce qu'ils faisaient l'appel et c'était un gros problème? Ouais, bref, je me débrouillais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il faut chercher les baffes? Tu vois, que tu dis que t'as pris une grosse baffe à Polytechnique, mais finalement, ça t'a servi et, est-ce qu'il faut chercher à prendre le maximum de baffes le plus vite possible pour avoir une expérience la plus large, une ouverture d'esprit la plus large possible? C'est un équilibre parce que ça peut détruire aussi de se prendre trop de baffes. Enfin, c'est vrai, je veux dire, ça peut paumer. C'est-à-dire que quand tu prends des baffes derrière, il faut retrouver des choses qui te motivent, qui te drive quoi. Parce que des baffes. Donc ouais, je pense que c'est une juste cuisine, c'est un juste équilibre parce que comme je disais aussi sur le côté prépa ou quoi, faut vraiment être très connecté à ces drivers internes. Faut prendre le temps de les chercher, ce qui va te motiver vraiment. Et ça c'est comme une maison safe à laquelle tu peux retourner quand tu t'es pris trop de baffes quoi, quelque part. Donc c'est important d'avoir ça aussi. À fond, motivation en fait. Interne. Ouais, et des choses qu'on sait qui font plaisir, un peu sécurisantes. Et donc alors une fois que t'avais fait Polytechnique, t'es pas allé faire météorologue? Bah non, mais en fait voilà, c'est là que ça s'est énormément transformé. Polytechnique, du coup, bon, au lieu de faire l'armée pendant 7 mois, j'ai fait en fait une autre partie. On pouvait finir en service civil. Et j'ai fini à la fin au lieu de donc au début l'armée et ensuite éducateur spécialisé à Vitry-sur-Seine où je m'occupais de gamins qui avaient 2 ans de moins que moi et une tête de plus que moi, délinquants globalement. J'étais en foyer éducateur. C'était les apprentis d'Auteuil, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et je pense que ça m'a donné énormément envie de voyager parce que du coup j'étais là connecté au quotidien avec des populations issues de l'immigration, très connecté à d'autres pays du coup. Tout le monde me disait tiens faut que tu visites machin au Sénégal, voilà. Donc j'ai pris ce filon-là et je me suis mis à voyager énormément. L'été juste après, première été de Polytechnique, je passais 2 mois au Sénégal, sac à dos, à faire différents trucs, bosser un peu pour un institut de microfinance, différentes choses, voyager des contacts. À ce moment-là, t'avais aucune inquiétude du fait qu'en rentrant, il faudrait retrouver un travail, ça t'inquiétait pas ça? J'étais en début de Polytechnique et on est payé à Polytechnique en fait. Donc j'ai fait une erreur, j'ai cru que c'était à la fin de Non, ça c'était le début, donc je suis parti juste après ce stage-là. D'accord. Et j'avoue que ça m'a donné une curiosité énorme et là c'est l'époque du coup où en fait j'ai eu le sentiment, je pense, d'avoir passé vachement de temps dans ma vie justement dans le monde de l'ingénierie, des sciences, ce genre de choses. Et il y avait comme un nouveau monde là à cette époque-là parce que du coup j'ai changé, j'ai un peu sauté de liane en liane, mais à cette époque-là, c'était le monde des sciences sociales. Et du coup que tu as étudié aussi d'ailleurs. Que j'ai étudié après justement. Et là c'était justement des gens qui étaient passionnés de ça déjà que j'ai dû rencontrer à Vitry-sur-Seine je pense, qui m'ont beaucoup fait avancer là-dessus. Et donc toujours ce fonctionnement un peu par modèle. Petit à petit maintenant je fonctionnais ensuite de plus en plus comme ça. Et après c'était des cours à Polytechnique mais très en décalage peut-être par rapport à d'autres cours. On avait un cours d'intelligence économique
où il y avait des agents secrets qui venaient dans le cours nous raconter leur vie d'agent double, quoi, par exemple, où il y avait le PDG de Louis Vuitton qui est venu, on était une classe de 20, mais il nous a parlé pendant 2 heures de Bernard Arnault. Ouais, de comment il gérait plein de choses, non mais plein de choses comme ça en fait, et cette connexion là je la trouvais passionnante, et aussi les personnes de qui je me suis rapproché à Polytechnique, les personnalités qui m'intéressaient le plus naturellement, c'est souvent des personnalités qui avaient des parcours de vie un peu atypiques, souvent dans plusieurs pays, donc souvent des gens qui venaient d'autres pays aussi, Maroc, Inde ou d'autres, et c'était des gens souvent aussi passionnés de sociologie, d'économie, de choses plus larges que ce qu'on apprend juste à Polytechnique, et donc ça m'a amené à faire une année de césure ensuite pour faire de la sociologie, de l'anthropologie, ouais. Donc Et ensuite, t'es parti au Brésil encore une fois. Ouais, après je suis reparti à différents endroits. Brésil, c'était plus tard, c'était école de commerce en cross-cultural management. Parce que t'as aussi donc été allé à l'école d'économie. Ouais, donc après, T'as monté une start-up. C'est ça, l'école d'économie, parce que je voulais rallier un peu le côté modélisateur et le côté sciences sociales. Donc j'ai fait un bon diplôme d'économie quantitative pour devenir économiste en fait, hein, à Paris. J'ai diplômé comme ça. Et juste après, pendant que je faisais mon diplôme d'économie, qui était très bon, j'étais président d'une association. Donc j'habitais à la cité universitaire de Paris, qui est un lieu génial parce que c'est un lieu projet, la cité universitaire internationale, RERB là. C'est un lieu calqué sur les campus américains, avec une maison par pays en fait, maison de l'Argentine, la maison des États-Unis, et dont le but est d'héberger un peu tous les étudiants étrangers qui sont en master de Paris. Enfin, c'est le but pour créer une synergie énorme entre plein de gens du monde entier et les attacher un peu au modèle français, et qu'en fait ça fasse des amis de la France un peu diffusés partout dans le monde. Donc j'ai habité 2 ans dans ce terreau-là, c'était génial. J'ai fait exprès d'aller m'y implanter, je savais que ça allait me correspondre. Et j'étais président du comité des résidents qui organisait les soirées, les voyages, les concerts, tous ces trucs-là pendant cette année d'économie. Et j'ai beaucoup plus kiffé en étant président de ce truc. Donc en étant dans le concret, on organisait, on avait des budgets à gérer, ce genre de choses, qu'en travaillant sur l'économie, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire des choses, d'être les mains dans le truc, et c'est pour ça que je suis allé en start-up directement. Et surtout, j'ai l'impression que t'as besoin d'être dans des projets qui rassemblent, qui vont ouvrir à d'autres gens, à d'autres horizons, à d'autres cultures. C'est un truc qui a l'air de te tenir à cœur, ça. Ouais. Alors, du coup, t'as monté une start-up après. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé à monter une start-up Des gens. Encore une fois, c'est-à-dire, je me suis dit, tiens, les personnalités que j'adore, je me rends compte qu'elles sont souvent dans le monde des startups en ce moment. Enfin, par exemple, les polytechniciens que j'ai rencontrés qui m'ont le plus parlé à cette époque, c'était pas du tout en vogue l'entrepreneuriat. Du coup, c'était il y a 4 ans, 4-5 ans, c'était vachement moins en vogue. Peut-être dans les écoles de commerce un peu plus, mais en tout cas à Polytechnique pas du tout, et dans le monde parisien moins. Les quelques polytechniciens qui montaient des startups, c'était rare en sortant d'école, et ceux à qui j'accrochais, c'est marrant, ils étaient pas mal dans ce monde-là. Donc je me suis dit, tiens, forcément, ça doit me parler. Donc je suis allé à des startup week-ends, mais ça a commencé comme ça en fait. D'ailleurs, t'avais rencontré Adrien en startup week-end. Ouais, c'est ça, un de mes premiers startup week-end, je rencontre Adrien Moncoudiol, mais de toute façon c'est très drôle comment les choses se retrouvent quand on veut faire partie d'un monde en fait, parce que les gens que j'ai rencontrés sur mon deuxième startup week-end, donc j'avais déjà monté ma première startup depuis 2 semaines, et je suis resté avec la première, mais la deuxième c'est la startup de musique. Je me suis retrouvé dans l'équipe avec Adrien, avec qui donc je travaille maintenant tous les jours sur Mangrove, plusieurs années après, et je suis tombé aussi sur 2 personnes qui allaient être ensuite mes voisins de bureau pendant 1 an et demi, dans un truc qui n'avait rien à voir plus tard. Et en fait, tous les écosystèmes finalement sont assez petits. Quand on arrive au cœur de l'écosystème, ouais. C'est un truc dont je me rends compte aussi beaucoup dans la danse, parce que à Polytechnique, je me suis vraiment passionné pour la danse hip-hop. Ça a été le truc qui m'a le plus tenu à cœur jusqu'à maintenant, pendant 6 ans. Je pense que c'est ma passion principale. Et dans le monde de la danse parisien, j'ai eu ce même sentiment, c'est-à-dire que à chaque fois, un monde est grand, mais il y a des sous-mondes dans ce monde-là. Et quand on choisit un sous-monde et qu'on va dedans, très vite, même si on est à Paris, qui est une ville énorme, on se retrouve dans ce petit monde-là. Et je pense que c'est presque un but à atteindre, en fait, quand on s'intéresse à quelque chose. D'entrer dans le petit monde. D'entrer dans un petit monde, celui qui nous correspond le plus, parce que c'est là que c'est agréable, c'est là qu'il y a toutes les connexions, et c'est là qu'on sent qu'on est à la pointe de quelque chose. Donc, quoi qu'on fasse, je pense, c'est cool d'aller raffiner un petit peu. Si j'aime la musique, ok, c'est super large, je vais aimer tel type de musique, je vais aller là-dedans, et ensuite, quand on a atteint ce point où ça y est, on est au cœur du monde qui gère ça, on peut commencer à agir, à faire sentir qu'on fait avancer des choses en fait. Donc ça veut dire que si j'ai une passion, je devrais rechercher les endroits et les écosystèmes les plus avancés où il y a le plus ces personnes-là. Oui, et par exemple, si je veux faire une startup, est-ce que je devrais aller à San Francisco ou à Berlin ou ouais, c'est compliqué de la faire à Lyon par exemple.
Pas forcément, c'est-à-dire que moi pour moi c'est de proche en proche, c'est-à-dire au contraire, j'ai presque envie de dire enfin, il faut faire les deux, il faut énormément s'ouvrir, mais c'est aussi cool parfois de connaître tout le monde à Lyon parce que du coup ça va plus vite. Et une fois que tu connais tout le monde à Lyon, forcément, ces gens-là, ils ont des intros pour le cercle du dessus, en fait. C'est comme si le cercle au-dessus de Lyon, imaginons que c'est Paris, donc ça fera plein d'intros très rapides pour rentrer à Paris, alors que d'aller à Paris sans aucune introduction, ça va être difficile. Et de la même manière, à Paris, une fois que tu as craqué un cercle, entre guillemets, que tu es au cœur de ce cercle-là, forcément, il a des connexions avec le cercle plus large, donc une fois que tu es à fond dans l'écosystème parisien, tu vas avoir des connexions à San Francisco. Alors que si tu vas à San Francisco tout seul, tu vas être en touriste, tu n'auras pas de connexion, quoi. Et des danseurs aussi qui veulent se lancer dans la danse, par exemple, ils arrivent dans les cercles parisiens, ils craquent le cercle parisien, ils sont à fond dans les trucs, puis à un moment ils en ont marre, ils disent mais je vois tout le temps les mêmes gens, ces choses-là, et par contre en même temps ils commencent à être appelés à l'international. Et le cœur du cercle parisien est en réseau avec le cœur du cercle londonien, est en réseau avec le cœur du cercle un petit peu partout, peut-être même à Los Angeles. Et donc au contraire, j'ai envie de dire, il faut s'inspirer des autres modèles, mais autant aller à fond dans le cercle proche aussi. Donc prendre le cercle le plus proche, donc le fruit le plus bas, comme on dit, et attraper ça et ensuite remonter, quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et toi, comment tu t'impliques? Enfin, tu nous parles de danse et que c'est ta passion, et ça représente quoi pour toi au quotidien, la danse, dans ta vie là en ce moment? Là, j'ai un changement, mais c'est toujours, c'est marrant de voir comment on navigue avec les choses, parce que pendant peut-être 5 ans. Et on reviendra à ta start-up. On fait des allers-retours, mais il y a plein de ça, choses. Il y a des liens. En plus, il y a des liens parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai encore fonctionné comme ça, donc je suis allé à fond. Et bon, je dansais peut-être 3 fois par semaine. Et il y a un moment où j'ai stagné. En fait, c'était l'année dernière. J'ai eu ce sentiment de stagner. Donc j'avais avancé, moi je faisais surtout de la dancehall, qui est un truc jamaïcain, là je me suis dit par rapport aux gens que j'ai rencontrés et tout avant, pas mal sont en train de devenir même semi-professionnels, il fallait soit que j'en fasse 3 fois plus, soit que je fasse autre chose. Et du coup, comme j'avais ce sentiment d'être bloqué, j'ai cherché un angle transverse. Là je suis en train de me dire de plus en plus que je vais aller soit vers la réalisation de créa en danse, parce que moi-même en tant que danseur j'atteins de certaines limites en fait, donc je vais le continuer vu que c'est un vrai plaisir pour moi, du cadre d'un plaisir, mais comme il me faut ce sentiment d'avancer, un chemin de traverse. C'est-à-dire, j'essaie de regarder le sujet sous un autre angle. Et donc, je pense que j'ai besoin là, en plus, quand je regarde beaucoup de vidéos de danse, j'ai beaucoup d'idées de créa visuelle, du coup des choses qui utilisent aussi d'autres arts visuels, d'autres choses. Et donc là, je me dis, mais il faut absolument que je devienne réalisateur ou producteur de créa qui inclut de la danse de manière plus large. Et ça m'a amené à regarder vers des agences, les agences qui fabriquent les shows de Muse et ce genre de choses. Et là, un de mes dadas en ce moment, c'est de me dire que soit je vais monter une agence de ce type-là, je vais peut-être bosser un peu pour une agence comme ça pour apprendre un peu, mais est-ce que c'est pour ça que t'étais au Solidays la dernière fois? Ça a un lien, c'est-à-dire là j'ai fait chauffeur pour les artistes, donc j'avais dans ma voiture Flume, Cypress Hills, The Avener, des gens comme ça, parce que je me suis dit il faut que je connecte au backstage du monde artistique. Vu que j'ai envie justement d'avoir une action là-dedans et que ça va être ma next step par rapport à la danse, faut que je connaisse plus des rouages, de manière générale. Alors comment on fait justement si on veut accéder à un monde comme là t'essayes de faire un peu? Il faut voir comment on peut apporter quelque chose, même à très très petite échelle. Comment on peut rendre service. C'est comme ça qu'on met un pied dans la porte. Et d'ailleurs, il me l'a confirmé, qui me l'a confirmé, attention, c'est quelqu'un de l'équipe de Louane, la célèbre chanteuse, que j'ai aussi eu dans ma voiture, là. Et je dis que, en fait, je le ramenais après le show, je le ramenais à un taxi. Et il me dit, j'ai des gens dans le milieu qui ont complètement commencé comme ça. Ils ont commencé en étant bénévoles, ils aimaient le milieu, donc ils ont rendu service de la manière dont ils pouvaient. Donc souvent en étant bénévoles, il parlait lui des milieux technico-artistiques plus dans le monde du concert. Et comme ils ont accroché, ils ont refait, et comme ils étaient bons, des gens sont venus les chercher. Les gens sont venus les chercher en disant mais en fait on a besoin de plus de toi, est-ce que tu pourrais pas bosser, quoi que ce soit. Et maintenant ces personnes-là sont tout le temps en tournée à La Réunion, à Dubaï. Donc la démarche c'est de voir comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur en faisant abstraction de l'ego, quoi. En se disant vraiment comment est-ce que je peux apporter de la valeur, même gratuitement, surtout gratuitement au départ. Ouais. Et ensuite se faire sa place doucement, en aidant les gens et en se faisant remarquer comme le type qui aide les gens en fait. C'est ça. Et c'est ce double truc de savoir très bien observer le milieu pour voir comment on peut s'y greffer à même très petite échelle et être très sensible aussi à soi, voir où est-ce qu'on voit qu'on est bon et qu'on est mauvais, parce que ça je sais pas encore pourquoi c'est comme ça, mais on se rend souvent compte quand on essaye quelque chose que on a des points forts, des points faibles, et ça c'est des trucs qu'on aussi me disent. Du coup je fais aussi pas mal de coaching pour danseurs, parce que je trouve que la manière des danseurs ont d'approcher leur danse, des danseurs du coup relativement pros, et des conseils qu'ils donnent peuvent s'appliquer à beaucoup de choses. Et d'ailleurs je l'ai revu dans des DRH, m'ont dit la même chose récemment. T'as un
point fort, en gros, t'es à 2 sur 10 sur certaines choses et t'es à 6 sur 10 sur d'autres, imaginons dans des qualités, dans des choses. Il vaut mieux que tu travailles à amener ton 6 à un 10 que d'essayer de ramener ton 2 à un 5. Parce que tu vas galérer, t'es pas forcément bon. Alors qu'en fait, appuie sur tes forces et laisse tomber tes faiblesses, quoi. Laisse tomber, même ça viendra avec, quelque part. Un danseur nous disait, moi, je suis mauvais au passage au sol. Je suis très bon debout, mais quand il s'agit de descendre au sol, de faire des mouvements proches du sol comme les breakers en breakdance, je suis mauvais. Il dit, j'ai pas travaillé ça, j'ai travaillé à fond. Là où on me disait, nickel, t'as une vraie différence, quoi que ce soit. Et du coup, comme il a vraiment travaillé sa différence, il a passé des heures à travailler cette technique-là, déjà, quand il danse, ça fait une différence. Et même dans ça, du coup, quand il descend au sol, comme c'est très inclus dans le reste, les gens lui disent, t'es très fort en sol. Alors que c'est pas ça qu'il a travaillé. C'est vraiment un truc d'entrepreneur américain qui répète, qui martèle qu'il faut travailler ses forces et pas travailler ses faiblesses, parce que c'est plutôt une perte de temps, quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas être radical non plus, parce qu'il faut niveler un petit peu. Et ça dépend aussi de ce qu'on cherche, mais c'est marrant parce que je pense qu'ils disent ça à la recherche du succès, parce que c'est souvent ce qu'ils font eux. Ils vendent des choses, des bouquins souvent pour le succès. Mais ce qui est très drôle, c'est que même quand on cherche juste le plaisir individuel, je pense que la logique s'applique aussi, parce que on se fait plus plaisir. D'autant que succès, tout dépend de la définition du succès qu'on a. C'est ça. J'ai l'impression que toi, ta définition du succès est plus proche du plaisir individuel que de devenir milliardaire. Ouais. Oui. Et il y a de ça, et c'est vrai que ça, je pense, ça se rejoint. Parce que par exemple, il y a un truc qui est intéressant, c'est les sportifs olympiques, ils arrivent dans un truc qu'on appelle de zone ou en flow en fait. Et ça, c'est quand ils maîtrisent tellement bien leur art que quand ils jouent, ils rentrent dans un état. Donc c'est un état presque de transe, dans lequel on pense plus à rien. C'est un peu le même état quand on marche en rentrant chez soi et qu'on arrive chez soi et on dit mais qu'est-ce qui s'est passé je me rends pas compte du chemin que je fais, c'est tellement automatique. Et ils sont juste dans le moment. Et là en fait, peut-être des tennisman, ils vont jouer au tennis, ils sont plus en train de penser est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, ils sont à fond, ils sentent que leur cerveau est activé à fond, et ça c'est un état de plaisir. Donc ça va avec le succès, mais c'est un état de plaisir génial et qu'on atteint. Est-ce qu'on atteint ça quand on a fait les 10 000 heures? Je sais pas si c'est les 10 000 heures, mais en tout cas, il faut un certain niveau. Moi, par exemple, parce que c'est là-dedans que j'ai le plus d'expérience, c'est quand je code que je peux le plus atteindre ce truc, alors que je code plus du tout, je veux pas en faire mon métier, mais je sais que ces états-là, comme j'ai énormément d'expérience et que du coup, énormément de choses s'activent dans ma tête quand je me mets à coder, j'atteins ce genre d'état en codant et j'oublie l'heure, j'oublie de manger, j'oublie le temps, et un petit peu aussi en soirée, en danse, quand on rentre en freestyle, ça commence à m'arriver parce que j'ai un tout petit niveau, mais n'empêche que j'ai atteint quelque chose qui me permet de rentrer un petit peu dans cet état-là quand même. Parce que pour revenir juste pour ceux qui écoutent pour l'histoire des 10 000 heures, c'est cette étude américaine c'est scientifique qui avait réussi à démontrer que pour atteindre un niveau de mastery, de maîtrise totale d'une discipline, ils avaient remarqué qu'en fait ça prenait 10 000 heures. Et 10 000 heures de pratique délibérée, ils expliquaient. C'est pas juste 10 000 heures à coder, à refaire la même chose, mais c'est 10 000 heures à toujours avancer dans ta pratique de la matière. Et c'est vrai qu'après on avait ces types qui devenaient donc de vrais maîtres et qui arrivaient dans ces états de flow comme tu décris là. Et donc là c'était la petite aparté un peu technique. Pour en revenir à la dernière étape un peu en date, c'est ta startup qui pour le coup que t'arrêtes là. C'est ça. J'ai fait 3 ans et demi. Il y a pas mal de choses qu'on a fait un peu comme des newbies. Une des choses pour que je referais plus, par exemple, c'est d'aller me positionner dans un marché B2B. Donc en fait, dans le monde des startups, un peu numérique, on peut faire 2 choses. On peut vendre à des clients qui sont des consommateurs connus. Donc on peut se projeter facilement. C'est-à-dire que si je fais un objet qui va me permettre de mieux dormir, si je fais un capteur connecté pour skateboard, je peux me projeter parce que je suis le client, je l'ai vécu, ça peut être mes potes, mais quand je fais un truc pour un autre type d'entreprise, quand je vends un truc pour un autre type d'entreprise, nous c'est ce qu'on a fait, on vendait des choses pour les organisateurs des salons professionnels et les commerciaux des salons professionnels, et on connaissait rien de ces gens-là, et on connaît rien de ce monde, c'est-à-dire des règles du jeu, de qui achète quoi, de qui veut quoi, et c'était difficile, et on n'avait pas de réseau dans ce monde-là, et pour vraiment apprendre, parce qu'on a évidemment dès le début beaucoup parlé avec les gens de ce monde, mais pour vraiment apprendre, il faut être acteur toujours. Et pour être acteur, il faut commencer à avoir un produit, et peut-être en plus on n'a peut-être pas été assez lean. En tout cas, on a mis énormément de temps à apprendre les règles du jeu de ce monde. Pour ceux qui écoutent, qu'est-ce que c'est être lean? Donc c'est agile dans le sens alors lean parce qu'il y a plusieurs lean, mais le lean startup c'est build, measure, learn, c'est-à-dire tu construis, tu as une hypothèse à tester, business.
tu construis quelque chose, un produit le plus rapidement possible pour aller tester ton hypothèse, tu mesures le résultat de cette hypothèse et tu apprends pour réadapter. Et tu essaies de faire ces cycles-là de manière très très courte. Donc vous avez pas fait assez ça? Évidemment, on était formé à toute la théorie, on est passé par les accélérateurs de Microsoft, on a été dans 3 incubateurs, gagné pas mal de concours, 2 fois lauréat du concours du ministère de la Recherche qui nous a au total filé 200 000 €, plein de choses comme ça. Mais au final, on a mis du temps à tout simplement rentrer dans le milieu. C'est un milieu en fait qui est presque verrouillé en plus avec des acteurs déjà en place, pas mal de choses. Ce milieu du monde. Grosse barrière à l'entrée, quoi. Ouais, et pas forcément de barrière si on connaît encore une fois. Et donc, par exemple, quand je parle d'une des erreurs, je relancerai pas une start-up pour le business, pour des clients qui sont d'autres entreprises, si j'ai pas déjà bossé dans ces autres entreprises, si je connais pas un minimum comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une des bêtises, par exemple. Donc tu conseillerais de lancer un business ou un projet dans quelque chose qu'on connaît, plutôt que de faire une étude, d'attaquer un marché qu'on peut sentir plutôt qu'on connaît, parce que faut pas l'étude de marché, merci quoi. Comment ça, étude de marché, merci? On a fait toutes les études de marché sur cette chose-là. Jamais une étude de marché va te donner la règle du jeu. Elle va te donner la règle du jeu, c'est qui a vraiment intérêt à quoi. C'est ça. Aller faire une division pour voir le marché c'est à 3 milliards et moi je vais pouvoir prendre 2% et donc j'ai une pénétration de mon marché qui est de X milliards. Non mais bon voilà, ok, mais c'est pas ça qui va te dire concrètement. Je dis pas qu'il faut pas du tout faire d'études, quoi que ce soit et tout, mais je pense pas que le point central soit là. En fait. Et non, voilà, donc je dirais pas qu'il faut vraiment bien le connaître parce qu'en plus on est plus innovant quand on connaît quelque chose. Enfin, on n'arrive pas à avoir des modes d'approche, de pensée vraiment disruptifs quand on est trop insider d'un milieu. Mais il faut avoir une sensibilité par ce milieu, sur ce milieu, sur la chose dans laquelle on se lance en fait. Et donc après 3 ans, ouais. La boîte, tu l'as arrêtée. Vous avez déposé le bilan. Ça va sûrement s'arrêter là, c'est parce que c'est mon associé qui l'a reprise. En plus, du coup, on a commencé à mal s'entendre avec mon associé. Ça, c'est quelque chose, ça devient aussi avec les années, ça use, et surtout, ça use encore plus quand les choses marchent pas forcément bien. Donc là, on a vraiment fait le constat au bout d'un certain temps qu'on pouvait plus bosser. On était en co-direction, assez proches, et du coup, on a dit là, il faut qu'il y en ait un des deux qui continue la boîte. Mon associé, c'était plus son truc que moi je me sentais déjà désengagé du projet depuis un certain temps, du coup sans le dire mais je le sentais, voilà. En tout cas quand on a parlé, le constat était assez clair que c'était plus à elle de le reprendre, donc en décembre elle a repris. Et là il y a eu des très bons retours commerciaux en 2016, mais trop tard. C'est-à-dire que les bons retours commerciaux, le début de traction est arrivé en fin de cash, en fin d'argent. On avait levé des fonds et tout ça, mais le bon début de traction arrive en fin d'argent, et donc il fallait relever ce que les investisseurs auraient pu faire, mais ils ont dit il faut encore être acharné 1 ou 2 ans. Ils ont dit ça à mon associé sur les mêmes, en étant aussi précaire, parce que là, en gros, ça y est. C'est le début. Donc on te dit c'est le début après 3 ans et demi que t'es fatigué et ça commence. Et là, donc je pense pas que ça va continuer comme ça. Il se peut que ça arrête et c'est pas grave. Ok, et ça a été usant comme expérience, tu veux dire 2015, la pire année de ma vie, sincèrement. Genre, il y avait pas de comparaison possible. Pourquoi? Parce que, des moments où j'avais 30 000 balles de dette perso, un avenir complètement incertain à 3 semaines, mais de manière très 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 usante, parce qu'avec pas mal d'enjeux, des gens qu'on a impliqués, des investisseurs, je sais pas, et à chaque fois en fait un nouveau coup de théâtre qui fait qu'on va pouvoir tenir 2 mois de plus, mais avec une incertitude totale. Et en fait voilà, à chaque moment il fallait tout donner. Donc t'imagines un moment où on te dit c'est le sprint, c'est maintenant le sprint. Sauf que chaque semaine pendant 1 mois, parce qu'il y a une chose de nouvelle et que t'as un horizon que 3 semaines. Quand t'as un horizon de 3 semaines, tu dis tout se joue dans ces 2 semaines-là. Donc c'est le sprint. Tout se joue là, quoi. Et en fait c'est tout se joue là pendant 1 an. Parce que ça c'est de l'acharnement pour le coup. Ça s'appelle de l'acharnement, quoi. Voilà, mais du coup, bref, il y a plein de raisons mélangées, mais ce qui ont contribué à faire. Et je le sentais venir. Hein. C'est-à-dire que 1er janvier 2015, je dis là, j'ai vu un tsunami arriver. J'ai vu un tsunami arriver. J'ai vu un tsunami, je dis ça va être la pire. C'est horrible. Et j'ai pas pu m'en sortir, donc je me suis pris une tsunami encore pire que prévu. Écoute, c'est la vie, quoi. Et ça du coup, t'as mis du temps à
comment tu te relances ensuite? C'est eu énormément de chance de rencontrer les gars de Mangrove parce que en plus là je m'étais dit j'ai commencé de toute façon j'ai tellement fait du burn-out très très grave en mi-novembre que là j'ai dit de toute façon que je continue la boîte ou pas, donc c'était avant même de décider que j'arrête ou pas. J'ai dit j'ai besoin d'un mois et demi pour récupérer parce que là j'étais cramé après beaucoup de temps, donc j'ai pris ce temps-là. Après on a décidé que j'arrêtais et là j'avoue que j'étais un burn-out c'est vraiment le moment où tu peux plus continuer du tout quoi. T'es affecté physiquement, psychologiquement pendant une certaine J'étais détruit psychologiquement. Plus que j'arrivais encore à faire des coups de rush et j'étais dans des moments où j'étais limite médicalement c'était pas bien, mon corps était faible du coup parce que et en plus ma seule solution c'était de bosser comme un taré là pour le coup. Pour m'en sortir. Mais là, tu vois, quand je parlais à d'autres moments de bosser énormément parce qu'il y a cette notion de passion, là, je suis rentré aussi dans un moment où j'ai bossé énormément par sentiment de survie. De survie, ouais, quasiment. Et ça, c'est ultra usant. Donc bon, bref. Après, comment on rebondit? Bah, déjà, il y a le temps de respiration. Je pense que dans la vie, c'est vachement important des temps de respiration, mais ça, c'est normal. Et après, encore une fois, je suis allé comme avant essayer de dire bon bah dans toutes les choses que j'ai découvertes maintenant, là, qu'est-ce qui m'attire, mais sans chercher de plan. Qu'est-ce qui m'attire, quoi. Et là, j'avais beaucoup donné professionnellement. Une vie de digital nomade m'attirait, c'est-à-dire de ces gens qui freelancent à distance, en fait, sur des métiers de technologie, développeurs ou d'autres, mais qui du coup peuvent faire un peu le tour du monde comme ça. Et là, à ce stade, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut maintenant pour m'aérer. Donc professionnellement, ça me fait pas avancer. J'ai pas du tout envie d'être codeur. Je sais le faire, mais c'est pas ce qui me passionne, ce genre de choses. Par contre, j'aime bien. Ça me fait rentrer en état de flow et tout. C'est drôle. Et du coup, je me suis dit, je vais faire nomade. Et en projetant ça, en disant juste j'ai envie de faire ça, c'est ça qui m'a rapproché des gars de Mangrove qui avaient le même genre d'envie en fait. Et finalement, on s'est mis à construire. Donc, je trouve que ce qui est intéressant quand on écoute toute ton histoire et toutes les choses que tu as faites, c'est que il y a aucune cohérence. Il y a pas vraiment de cohérence en apparence. Et en même temps, on a des points qui se connectent. Donc en fait, il y a pas vraiment de carrière tracée, tu vois, parce qu'on peut penser que quand on fait une prépa, on fait Polytechnique, on a une sorte de chemin tracé. Et toi, pas du tout en fait. Non, et en même temps, quand on parle de cohérence, j'essaye énormément de ramener un maximum de pièces de ce que j'ai vécu dans ce que je fais. C'est-à-dire, il y a là par exemple, je suis en train de parce que je me rends compte que c'est une passion avec la sociologie, avec Mangrove, avec différentes choses, d'essayer de devenir d'aider des organisations à se transformer, des entreprises à se transformer pour avoir une meilleure culture d'entreprise, ce genre de choses, ça me passionne. Et en fait, naturellement, c'était après ma première année d'économie, j'avais pas envie de faire un stage de recherche en économie. Les entreprises qui étaient proposées au forum de Polytechnique me plaisaient pas. Du coup, je suis allé au forum d'HEC, de forum des emplois, hein, et j'ai déposé des candidatures spontanées dans tout ce qui était les médias, ce genre de choses. Donc, et j'ai atterri en stage à Canal+. Attaché à la DRH, voilà, pour aider un peu à la transformation des métiers et tout ça. Et je l'avais fait juste parce qu'à cette époque, c'est ça qui me passionnait vraiment. Je voulais aussi travailler à la diversité dans les entreprises. Et ça, c'était très connecté à ce que j'ai vécu à Vitry-sur-Seine. J'ai vu des choses, je me suis dit, mais après je vois le monde d'entreprise, je me dis c'est pas possible. Et j'ai attaqué les DRH comme ça en disant, mais je veux vous aider sur la diversité. Et finalement, ils m'ont dit, on a une autre mission. Mais ça pour dire que maintenant, ça reconnecte à ça. Donc il y a une cohérence. Donc en fait, à chaque fois, c'est ce double truc de vers où je sens que je veux aller maintenant, toujours en disant quelles sont mes capacités qui peuvent me permettre d'y aller, et toujours quand même faire ce travail, donc pas chercher d'être une feuille flottante, d'aller reconnecter à ce qu'on a aimé et ce qu'on a déjà fait. Mais le sentiment qu'on a, c'est que quand on va finir l'école et rentrer dans le monde du travail, bam, ça y est, tu vois, on a choisi notre chemin, ça va durer 40 ans, le chemin est tracé. Ou alors qu'il faut avoir une passion, et quand on n'a pas sa passion, on est super stressé parce qu'on n'a pas trouvé sa passion, parce qu'on fait pas de la photo, parce qu'on fait pas de la musique. Alors qu'en fait, quand on t'écoute, on a l'impression que si on suit finalement toutes ces petites passions, tous ces petits centres d'intérêt, déjà on n'a pas un chemin complètement tracé, mais on peut quand même trouver quelque chose d'un peu cohérent et qui nous épanouit vachement. Bah oui, ça c'est très clair parce qu'en plus moi c'est du coup comme ça que je l'ai choisi. Après il y a une chose, c'est un choix quand même parmi d'autres, parce qu'il y a une chose que je peux regretter, c'est
de jamais arriver à un niveau reconnu dans quelque chose. Parce que je pense que si je suis pas devenu vraiment danseur, par exemple, alors que j'adorais ça, c'est peut-être parce qu'à un moment, j'y ai pas mis l'acharnement justement des 10 000 heures que d'autres personnes qui disent moi c'est ça, alors que j'adore la danse. C'est dommage. Et à certains moments, je me dis mais c'est dommage parce que j'adorerais. J'en ai marre d'être un peu débutant dans tout. Mais finalement, c'est ce choix aussi d'apporter de la valeur autrement. Et donc la réponse c'est qu'il y a plusieurs choix. Enfin à ta question, moi c'est un type de parcours de vie où tu choisis d'apporter de la valeur un peu transversalement en fait. Et du coup, tu construis des choses très singulières que justement parce que ça rentre pas dans des cases, d'autres gens peuvent pas construire. Donc c'est épanouissant parce qu'il y a un sentiment d'apport si on sait bien l'utiliser qui est justement différent de ce qui peut faire le reste. C'est pas pré-packagé, on t'a pas dit, t'as pas signé pour un truc, tiens je vais devenir musicien et tu sais que c'est tout tracé, je vais jouer de la guitare, je vais rentrer dans une bande, ce qui est génial, ce que je veux dire, mais il y a ce côté inconnu, complet, et je sais pas pourquoi je dis ça sur la musique parce que ça m'attire énormément aussi en fait, mais je voulais plus dire pouvoir se rendre compte, non mais j'adore ça, mais c'est plus j'utilisais ça pour dire pouvoir se rendre compte de ce que ça va être. J'ai aucune idée de ce que ça va être, c'est comme du fuel en fait, c'est une machine, j'y mets du fuel, je sais que je vais y mettre du fuel, donc je sais qu'elle va aller quelque part, la machine, et avec quelque chose de génial parce que jusqu'ici, enfin ouais, ça a bien marché, mais j'ai aucune idée de ce qui ce sera dans 5 ou 10 ans. Et du coup, Mangrove, ça te permet de justement de traiter cet état d'esprit un peu actuel, d'exploration en fait. Bah complètement, parce que comme le disait Adrien dans les podcasts d'avant, c'est un cadre parfait qu'on construit pour les gens qui sont en phase d'exploration. Et moi j'ai même envie de rajouter que c'est pas forcément de l'exploration, ça peut être aussi une conduite de vie qui peut durer en fait, de faire différentes choses, de s'épanouir en faisant différentes choses. Et voilà, et de trouver un équilibre là-dedans et de trouver quand même, et d'arriver quand même à construire ses forces, parce que je pense que plutôt que de faire les choses de manière linéaire, c'est-à-dire on fait à fond quelque chose puis à fond autre chose, on peut faire 2 activités en même temps, on avancera 2 fois plus lentement sur chacune de ces activités, mais si on reste assez longtemps dans ces activités, on peut devenir très bon dans les 2. Alors qu'il y a beaucoup, pour le coup, d'entrepreneurs, encore une fois américains, d'auteurs américains, qui disent il vaut mieux faire une par tranche de 10 ans qu'explorer plusieurs choses en même temps. Si on veut, du coup, on va acquérir plus de compétences, on va devenir meilleur. Bah sûrement. Voilà. Par contre, on sera moins fort dans la connexion entre des différentes choses. Et peut-être moins épanoui. Et peut-être parce qu'après il y a cette dualité entre la recherche du succès extérieur, quoi, jugé comme faire le meilleur truc par rapport aux autres, quoi que ce soit, et ce qui après fait plaisir quand on a un caractère comme ça. Et donc Mangrove, c'est une sorte de cadre de travail. Ça offre un quotidien qui n'existait pas forcément. C'est-à-dire que quand on a les choix A, B, C, D, A, aller dans le salariat, la plupart des postes salariés ne correspondent pas à ce genre de phase. Certains postes, il y a des postes géniaux, mais il faut les trouver. Avec des gens géniaux, avec des chefs géniaux, et qui sont des vrais mentors, il faut les trouver. Et après, entrepreneuriat, c'est extrêmement focalisé. Et puis aussi, Mangrove, c'est génial justement pour une phase d'après startup ou d'avant startup, parce que la phase startup, c'est en effet une phase ultra focalisée. Là, il n'y a pas le choix pour le coup. Là, sauf en étant très expérimenté, les premières startups, c'est évident que c'est complètement focalisé. Et puis freelancer, c'est complètement. Quand tu lances ta première startup, t'es à 100% dessus, quoi. Moi, je sais ce que je crois. Hein. Ouais. Sinon, ça a pas de chance de réussir. C'est ce que j'ai vécu. Après, il y a pas de règle. Pour moi, il y a pas de règle parce que je connais pas le point fort du gars de demain qui va lancer sa startup. Peut-être que parce que familialement, il a été tellement entouré d'entrepreneurs ou de gens qui ont fait des choses, qui lui ont appris des choses, même sans qu'il le sache, qui vont l'aider là-dedans, ses cousins, j'en sais rien, qui fait que cette personne-là pourra être à tiers-temps et déboîter. Elle saura tellement déléguer ou fonctionner en collectif, parce que la force du fonctionnement en collectif, justement, c'est qu'on peut accomplir d'assez grandes choses en donnant peut-être chacun que 30% de son temps. Mais du coup, il y a beaucoup plus de gens impliqués, donc peut-être que c'est des gens qui vont savoir très bien fonctionner à collectif, qui vont être 5 founders, imaginons, ce qui est très très difficile à gérer, mais peut-être 5 founders avec des gens à 30%, donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais ce que vivent la plupart des gens, c'est que faut être à fond quand même. Donc tu as de la visibilité sur ce que tu vas faire à 5 ans alors ? J'ai des rêves. C'est quoi tes rêves ? Du coup, des rêves et des fascinations en fait. Je suis fasciné par la scène de manière générale. C'est pour ça que j'étais à Canal+ derrière les caméras, que j'adore faire des shows de danse et monter des shows de danse, que j'adorais être en backstage à Solidays avec les artistes, qu'à des moments je disais que je voulais diriger Bercy ou le Zénith, mais en fait finalement c'est trop stable, je pense.
Mais du coup, ouais, c'est ce genre d'agence qui va organiser, qui va créer les shows pour Muse, pour ce genre de choses. Je pense que c'est des moments. T'as l'air d'aimer Muse en tout cas. Non, pas particulièrement, mais là c'est qu'ils sont passés au Stade de France, à la Tour Eiffel la semaine dernière, et je connais. Ils sont passés à la Tour Eiffel. Ouais, il y a eu un concert il y a 1 ou 2 semaines sur le Champ de Mars, ouais. et je connais l'agence qui fait ça, et donc c'est juste ça pour ça que ça m'y fait penser. Mais ouais, c'est des moments d'émerveillement collectif en fait, et de connexion un peu collective qui me fascinent, et donc je veux travailler là-dedans et de manière complètement innovante, c'est-à-dire créer des choses assez disruptives là-dedans. Je veux diffuser la danse de manière la pratique de la danse, hein. C'est pour moi la danse c'est une expression individuelle, je veux dire t'es en soirée des gens qui vont s'exprimer, donc ça vient plus de la culture hip-hop. Je parle pas de la danse sur scène, danse classique, quoi que ce soit. L'expression par la danse est très présente dans beaucoup de cultures, elle l'est beaucoup moins en Occident. Pour moi, je trouve ça dommage vu que j'adore, et c'est une de mes passions, de mes missions, quelque chose que je vais adorer, de diffuser ça par plein de manières en fait. Donc j'ai ce rêve-là aussi, hein, ça peut faire mettre plus de danse dans les pubs pour faire rêver les gens, ça peut être plus de jeux comme Just Dance qui amènent les gens à danser alors qu'ils savent pas qu'ils dansent. La pub de l'iPod. Ouais, la vieille là. Bon après voilà, il y en a plein d'autres. Donc voilà, donc j'ai des rêves par rapport à ça, et ensuite. Du coup, est-ce que le fait de bien danser te renforce en Just Dance ou pas du tout? Ouais, je crois qu'il y a un lien, mais c'est pas exactement pareil. Et encore une fois, bien danser, il y a des gens qui savent bien danser alors qu'ils ont jamais suivi quelqu'un parce que ils savent danser dans la rue, par exemple. Just Dance, faut savoir suivre. Donc là, c'est plus les gens qui ont appris à suivre des profs, des chorégraphes et tout, qui vont être meilleurs à ça. Ouais, je pense que. Et à l'inverse, c'est drôle. Il y a des gens qui sont rentrés au conservatoire après avoir fait Just Dance. Et non, ce qui est encore plus drôle, c'est les gens qui veulent pas danser, qui sont des gros mordus de Just Dance, qui font toutes les compétitions de Just Dance, mais ils sont juste accros à Just Dance. Ils veulent pas danser. Et je comprends pas ça. T'en as déjà vu des gens comme ça? Ouais, bien sûr. Okay. Bien sûr. Ça, c'est le côté accro au game, en fait, hein. Ça a la force des trucs qui créent des univers. Ils sont accros à l'univers. Ils sont, Tu dirais quoi au Mathieu d'il y a 10 ans? Ah, bah là, c'est ce que vous disiez avec Willy, là, le bouquin Never Eat Alone, c'est ça? C'est, en fait, j'ai de chercher beaucoup plus, de m'ouvrir beaucoup plus, plutôt. Parce que j'ai commencé mon fonctionnement par modèle, comme ça, à 19 ans, 20 ans. Et si j'avais commencé ça beaucoup plus tôt, d'aller chercher... j'étais quand même fermé sur ce qui me plaisait, mais je m'auto-suffisais de ce qui me plaisait là sur le moment, en fait. Et j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, je pense. Peut-être des choix de vie différents. Donc, voilà. Peut-être ça, mais sinon c'est cool, hein, mais je pense que... Ça m'aurait changé énormément. Si j'avais été entouré de gens qui m'avaient poussé comme ça plus tôt, ça aurait changé beaucoup de choses. Et une question que je pose à tout le monde en ce moment, c'est parce que moi je lis des bouquins, donc j'aime bien savoir ce que les gens lisent. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, ou qu'est-ce que tu as lu de vraiment vraiment bien récemment? J'ai poussé un bouquin du coup qui est pas du self-help, qui est un bouquin sérieux parce que c'est drôle, mais qui est business, mais quand même Reinventing Organization, parce que je le lis pour Mangrove, qui est un bouquin qui montre des organisations qui n'ont rien à voir avec les entreprises actuelles, qui émergent, qu'on a l'impression que c'est comme des entreprises qui fabriquent des choses, il y a 1500 personnes dedans, mais c'est comme des écosystèmes, elles appartiennent à tout le monde, il n'y a pas de hiérarchie, et le simple fait, et je pense que c'est génial à lire, parce que quand on sait que ce genre de choses existe, ça montre, c'est pas une utopie, ça montre que des boîtes qui existent, en fait. Quand on sait que ce genre de choses existe, eh ben, on accepte moins, ce qui est en train de se passer, par exemple, il y a des gens qui se résignent dans du salariat. Ouais, bon, bah, il faut un chef, il faut machin et tout. Et si les gens étaient un peu plus au courant de ce qui pourrait se faire, ils seraient là, un peu comme le film Demain, quoi, qui quand on le voit, on dit ah ouais, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Bah pareil, quand on lit ça, on fait ah ouais, mais en fait, il y a vraiment des manières vachement plus cool de faire son job et tout. Et donc voilà, savoir ça, c'est donc Reinventing Organizations. Ouais, de Frédéric Laloux. Ouais. Ok, pour tous ceux qui écoutent. Ah. Ok, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Où est-ce si on doit envoyer les gens pour qu'ils puissent trouver des choses sur toi, sur Internet, ou où est-ce qu'on les envoie? Juste le Twitter Mathieu avec 2 T 1 H LS, parce que moi c'est mon nom, Mathieu Leventis, donc Mathieu LS. Après j'ai retweeté quelques trucs, il y a des liens vers Mangrove, vers mon Medium, des choses comme ça. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Yes.